Le premier film de Godzilla sort au Japon en 1954 et raconte l'histoire d'un monstre préhistorique réveillé par les essais nucléaires américains dans l'océan Pacifique. Godzilla surgit à Tokyo pour y semer chaos et destruction. Les images de la capitale réduite en cendres évoquent pour le public japonais le sinistre tableau des villes rasées par les bombardements américains pendant la guerre, en particulier Hiroshima et Nagasaki, parce que Godzilla, lui-même irradié par la bombe à hydrogène, balaie la ville d'un souffle radioactif. Est-ce la guerre qui incendie Tokyo? Godzilla! Les 4 premiers films de la série montrent Godzilla comme une menace pour le Japon que les forces d'autodéfense tentent en vain de repousser. À ce titre, le monstre peut être vu comme une représentation de l'adversaire américain, ennemi dont la supériorité technologique a permis de vaincre l'Empire du Soleil levant. De plus, en faisant du monstre une bombe nucléaire vivante, le film devient une allégorie accusatrice d'une science employée à des fins destructrices. Mais depuis la fin de la guerre, la perception des Japonais à l'endroit des Américains est très fluctuante. Si leur arsenal nucléaire et le souvenir du conflit peuvent susciter la méfiance, l'occupation, qui se termine en 1952, façonne une image plus positive des États-Unis. Les Japonais en viennent à voir en l'Amérique un modèle à suivre. Les Américains dotent le gouvernement nippon d'une nouvelle constitution qui engage le pays dans la voie de la démocratie. Le mode de vie, les valeurs, les produits de consommation et de culture populaire de l'oncle Sam se répandent dans tout l'archipel. Et des personnages américains vont bientôt apparaître dans des films de Godzilla, reflétant les relations teintées d'ambiguïté entre le Japon et les États-Unis. Un affrontement sans merci entre deux monstres préhistoriques. Ils détruisent tout sur leur passage. King Kong contre Godzilla. King Kong, monstre américain, se mesure à Godzilla dans un film sorti en 1962. Celui-ci a connu un succès phénoménal au Japon et a eu une carrière très lucrative aux États-Unis. Certains spectateurs ont vu dans cet affrontement une métaphore politique. Aujourd'hui, le film est considéré par plusieurs comme un navet et on se moque entre autres de l'aspect risible de King Kong, un peu comme si le gorille était une mauvaise imitation de l'original. Fait intéressant, cette perception n'est pas sans rappeler celle à l'endroit des produits japonais de consommation qui garnissaient les tablettes des magasins aux États-Unis depuis le milieu des années 1950. Ces produits étaient vus comme des répliques bon marché de produits américains et de moins bonne qualité. La question se pose alors, King Kong contre Godzilla a-t-il souffert de ce préjugé ou a-t-il contribué à le perpétuer? Après King Kong, d'autres personnages occidentaux vont faire partie de la distribution de films de monstres japonais. En 1965, le monstre de Frankenstein fera une incursion dans le genre avec Frankenstein contre Baragon. Cet avatar du personnage de Mary Shelley est une créature géante née à la suite du bombardement d'Hiroshima. Le film interroge ainsi, symboliquement, l'attitude des scientifiques tant américains que japonais face aux rescapés irradiés par les raids nucléaires de 1945. Dans les films des années 1960, les personnages américains se comportent comme des héros et font équipe avec des protagonistes japonais pour sauver l'archipel contre des monstres ou des envahisseurs extraterrestres. L'heure est à la bonne entente entre le Japon et les États-Unis, malgré les tensions du début de la décennie provoquées par le renouvellement du traité de défense. Je ne dis pas que Sanda et Gaïa sont frères au sens précis où les hommes l'entendent, mais je dis qu'il existe une parenté biologique certaine entre eux. Écoutez, général, j'ai la certitude que Sanda est inoffensif. Les deux monstres sont pour ainsi dire jumeaux. Si l'un est nuisible, l'autre peut l'être aussi. C'est Gaïa. Ah, il ne manquait plus que ça.
En 1964, dans le dénouement de Ghidorah de Three-Headed Monster, Godzilla devient le défenseur du Japon. Ce changement de statut tient sans doute au fait que le pays, alors en plein essor économique, voit dorénavant Godzilla comme le gardien symbolique de sa nouvelle prospérité et non plus comme une menace. En fait, la méfiance des Japonais à l'endroit de l'énergie nucléaire va se relativiser avec la mise en service, dès 1966, de centrales fournissant l'électricité aux usines qui tournent à plein régime. Le nucléaire n'est plus un danger, mais le pilier sur lequel repose désormais la puissance industrielle du pays. Et ce sont les Américains qui ont œuvré, par une adroite propagande, à faire changer l'opinion publique japonaise vis-à-vis du nucléaire. Dans les circonstances, on voit difficilement comment Godzilla aurait pu demeurer l'ennemi du Japon. En outre, en pleine guerre froide, le pays est heureux de pouvoir compter sur la protection du parapluie nucléaire américain. Godzilla, le défenseur du Japon, affronte les monstres les plus horribles. Mais l'ingérence politique américaine en Asie de l'Est et la présence permanente de bases militaires américaines au Japon alimentent parfois les tensions. La rivalité économique des décennies 1980-90 inspire quant à elle le scénario de Godzilla contre King Ghidorah, dans lequel des Occidentaux du futur planifient la destruction du Japon afin qu'il ne devienne jamais l'empire économique le plus puissant de la planète. Heureusement, Godzilla va déjouer leur plan. Selon la conjoncture, il va continuer à être un allié ou s'érigera à nouveau en menace. On verra même des films de Godzilla remontés par les Américains pour le marché domestique afin que le discours soit conforme à l'idéologie politique du moment. Tous ces rôles ambivalents assumés par Godzilla sont des révélateurs importants des relations tantôt harmonieuses, tantôt tumultueuses entre l'Amérique et le Japon. Mon essai vise justement à mettre en lumière cette dimension métaphorique en y intégrant également les adaptations américaines. Sur ce, bonne lecture.